Celui de BFM Politique en compagnie de Jean-Luc Mélenchon, qui est notre invité depuis 19h, et en compagnie de Charlotte Chaffanjon, journaliste politique du Point, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Avant de poursuivre cette conversation, je vous propose tout de suite de nous rendre du côté de Villeneuve-sur-Lot, où se tenait bien sûr aujourd'hui la législative partielle qui a pour objectif de remplir le siège laissé vacant par Jérôme Cahuzac. On retrouve tout de suite sur place Jérémy Trottin. Alors Jérémy, est-ce que vous avez de premières tendances sur la tenue de ce premier tour aujourd'hui ? En effet, nous avons les premières estimations qui viennent de tomber, mais qui sont très partielles. Sur 46 bureaux de vote, des 167 que compte la 3e circonscription du Lot-et-Garonne, l'UMP arriverait en tête avec 28%, suivrait dans un mouchoir de poche le FN avec 27%, et ensuite le candidat du Parti Socialiste Bernard Barral n'arriverait qu'en 3e position avec 21%. On s'orienterait donc vers un duel UMP-FN, une information donc à prendre avec des pincettes. Attention, parce que ces résultats viennent de villages essentiellement ruraux de cette 3e circonscription du Lot-et-Garonne, et que les résultats sont beaucoup plus serrés, notamment dans la ville de Villeneuve-sur-Lot où je me trouve. Une petite information pour Jean-Luc Mélenchon, sa candidate obtiendrait au niveau de ces chiffres partiels 5,71%. Merci Jérémy, 5,71%. Vous êtes déçu, Jean-Luc Mélenchon? Attendez, Joker, je sors mes pincettes, puisqu'on m'a dit qu'il fallait prendre le résultat avec des pincettes. Ils avaient fait 4 aux législatives. C'est pas un endroit où nous sommes très forts, c'est vrai. Mais attendons de voir la suite. Non, ils se sont bien battus et voilà, leur tour viendra. Alors, une deuxième question avec les mêmes pincettes, dans l'hypothèse où les résultats qui étaient évoqués par Jérémy, des résultats donc encore une fois très partiels, se confirmaient. Si le PS était éliminé dès le premier tour, quelles leçons il faudra en tirer selon vous? Eux, ils auront beaucoup de leçons à en tirer. Bon, je pense que la situation locale, on la connaît. Avec quelqu'un comme Cahuzac, on part quand même avec un boulet au pied. Est-ce que les socialistes vont comprendre qu'ils ont un problème beaucoup plus vaste que le problème Cahuzac? C'est ce que nous allons voir. Moi, je sais qu'en tout cas, s'il y a un deuxième tour, comme il est annoncé là, l'objectif essentiel, ce sera de dire pas une voix pour le Front National. Voilà. Et on en restera sans doute à une formule de ce type. D'accord. Charlotte, c'est à vous. Je ne vais pas jusqu'à appeler à voter pour l'UMP quand même. Je ne me vois pas faire ça. Alors, Jean-Luc Mélenchon, vous avez organisé aujourd'hui à Montreuil, avec le Front de gauche, des assises pour changer de cap en France et en Europe. Vous avez débattu de plein de sujets, de comment s'émanciper des marchés financiers, vous avez parlé des retraites, avec des gens de tous bords, à gauche évidemment. Il y avait des gens du Parti communiste, du Parti socialiste, des Verts, évidemment du Parti de gauche. On va écouter Emmanuel Morel, qui est le leader de l'aile gauche du Parti socialiste, puis dans la foulée Pierre Laurent, qui est le secrétaire national du Parti communiste. J'espère qu'au municipal, partout où on pourra le faire, il faudra faire l'union. Parce que vous savez, l'union de la gauche dans notre pays, ça n'est pas seulement un talisman électoral, c'est ce que nous demandent les électeurs. Il ne faut pas prendre les choses à l'envers. Les futures échéances politiques, c'est d'abord un problème de programme, un problème de contenu, pas d'abord un problème d'alliance. Si on construit des contenus communs, les lignes bougeront et tout le monde sera obligé de bouger. Alors on s'y perd un petit peu, Jean-Luc Mélenchon. Comment il faut faire? Quelle est la bonne méthode pour créer cette grande coalition, ce rassemblement de toutes les gauches que vous appelez de vos voeux et que vous espérez un jour voir remplacer le Parti socialiste que vous pensez moribond? Il faut faire comme on fait. Alors l'idée était de Pierre Laurent et c'était une bonne idée. Moi je lui dis où personne viendra parce qu'on sent trop le soufre, ou si jamais on vient, de toute façon on a déjà gagné. Et des gens sont venus de tous les horizons, comme vous l'avez dit vous-même. Ça signifie que, déjà, il y a un premier résultat. L'encerclement dans lequel on voulait nous enfermer est rompu. Deuxièmement, qu'il y a un doute et un trouble qui est suffisant dans la gauche sociale et dans la gauche associative et politique pour qu'on vienne discuter avec nous de quoi? D'une majorité alternative. C'est quand même pas rien comme sujet. Je pense que ce qui y pousse, c'est que beaucoup de gens à gauche comprennent que le gouvernement Hollande ne va nulle part, sinon dans le mur. Deuxièmement, que la pastille à avaler est de plus en plus difficile à avaler. Nous ne sommes pas allés au gouvernement, nous savions pourquoi, mais ceux qui s'y trouvent, ils commencent à trouver que ça fait beaucoup, quoi. L'ANI, l'accord, vous savez, qui dégrade les conditions des travailleurs. Là, c'est les retraites qui arrivent, le grand marché transatlantique. Pour quelqu'un de gauche, tout ça, c'est quand même beaucoup de choses de droite. Et donc, il y a un trouble. Et enfin, quelques sondages récents, par exemple celui de
de ITL et Huffington Post qui nous mettait à 15% à égalité avec le PS, ça fait réfléchir. C'est-à-dire que l'avantage traditionnel du parti en place, qui distribue des places, parce que c'est surtout ça qu'il fait, commence à s'éroder. Donc plein de gens se sentent plus libres de parler et d'agir. Pour qu'on comprenne bien, parce qu'il y avait aujourd'hui des gens du Parti Socialiste, il y avait des Verts, ils sont au gouvernement, ces gens-là. Donc est-ce que vous essayez de faire exploser le système en les ramenant à vous? Comment ça se passe? C'est quoi le plan, là? Eux, ils sont dans la majorité, vous êtes plutôt dans l'opposition, ou dans une forme d'opposition. Oui, l'opposition de gauche, on va dire, mais une forme d'opposition. Bon, qu'est-ce qu'on espère? Constituer une autre majorité. Mais l'avantage qu'on a, on pourrait se dire, une autre majorité, M. Mélenchon, attendez les prochaines législatives. Bon, d'accord, on se bat et on prépare. On prépare quoi? En essayant de passer en tête, ce que nous allons essayer de faire aux élections européennes. On se bat en essayant de regrouper tous ceux qui peuvent l'être pour au moins échanger, pas laisser un fossé se creuser. C'est pour ça que la journée d'aujourd'hui, pour nous, c'est tout profit. Puisque au minimum, on s'est parlé. C'est quand même la première fois depuis je ne sais combien de temps qu'on se parle. Et puis enfin, nous mettons tout le temps sur la table le fait qu'on pourrait faire autrement dès maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a une majorité de gauche à l'Assemblée. Je parle des institutions, là. Moi, je suis un républicain, je crois aux élections, aux résultats des élections. Vous avez une majorité. Il n'y a pas un député socialiste, écolo ou front de gauche qui est élu sans les électeurs de l'autre parti. Donc, c'est François Hollande, en majesté, qui a décidé de mettre le centre de gravité de la gauche sur la partie la plus à droite de la gauche, que j'ai appelée, moi, les solfériniens, c'est-à-dire ceux, quand il ne reste plus du socialisme, que l'adresse, rue de Solferino. Bon, il a décidé, lui, tout seul, de mettre le centre. On ne croyait pas ça, nous, au départ. On pensait que ça serait, sans être vers nous, mais quand même plus à gauche, puisque c'est nous qui l'avons fait élire au deuxième tour. On ne comprend toujours pas la méthode vers où vous voulez venir. Vous voulez qu'ils vous rejoignent, ces gens-là? Vous attendez que le PS se disloque de l'intérieur? Ça serait parfait, mais les choses vont se passer. Mais écoutez, le rôle dans une démocratie, il faut débattre, sinon c'est plus une démocratie. Donc, nous, comment nous travaillons? Nous constituons une force matérielle. Vous nous avez vu le 5 mai dans la rue, spectaculaire. Nous constituons une force politique, nous-mêmes, notre rassemblement. Troisièmement, nous essayons de former une coalition. Vous nous surprenez donc au milieu des travaux de formation d'une nouvelle coalition. Donc nous sommes là en train de discuter, de voir est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre le centre de gravité ailleurs. Alors, comment ça peut se passer? Premièrement, on peut imaginer que le chef de l'État réalise que toute son histoire ne va nulle part. Deuxièmement, aux élections européennes, si nous, la liste du Front de gauche, nous sommes devant celle du Parti socialiste, et que par-dessus le marché, les écologistes... Il n'y a pas beaucoup de sondages qui disent ça, pour l'instant. C'est le dernier. Ils vous mettent devant le Parti socialiste. À égalité. À égalité. Oui, les autres vous placent quand même loin derrière. Les autres ceux d'avant? Oui, mais si vous prenez ceux d'il y a 10 ans aussi, ils nous mettaient très loin derrière. Non, je crois qu'il faut quand même accepter l'idée que les Français et les gens de gauche sont en train de faire le bilan du gouvernement. Enfin, ce ne sont pas des objets ni des animaux, c'est des gens qui ont une conscience. Donc le pari que nous prenons, c'est le seul pari démocratique raisonnable qu'on puisse faire, qui est de dire nous pensons que nous sommes meilleurs, donc nous allons passer devant. Voilà, il y a au moins un sondage, mais je n'ai pas l'intention de faire le flambard, mais quand même accepter l'idée que quand pour la première fois depuis 40 ans, une autre formation est mise à égalité avec le Parti socialiste, quand même, au moins quelques secondes, on le mentionne, puisque d'habitude, on ne parle que du Front National. On va parler un petit peu d'Europe. Aujourd'hui, le Parti Socialiste a une convention sur l'Europe et a adopté un texte avec certaines petites choses. L'aile gauche du Parti Socialiste a fortement pesé, qui peut-être vont vous faire plaisir. Il souhaite réviser le pacte de stabilité. Il souhaite effectivement se désengager du dogme des 3%, qu'il n'y ait plus de sanctions si la France ne respecte pas ses objectifs de réduction des déficits. Par ailleurs, il parle également de l'intransigeance de la droite libérale allemande qu'il faut absolument combattre. Ils veulent moins d'austérité. Alors, est-ce que le Parti Socialiste va dans le bon sens, Jean-Luc Mélenchon? Tous ces mots doivent sonner d'eau à vos oreilles. Le Parti Socialiste, il n'y a pas que des solfériniens dedans, il y a aussi des socialistes. Il ne faut quand même pas exagérer. Et ces socialistes-là se battent. Vous diriez aujourd'hui que François Hollande et Jean-Marc Ayrault, c'est plus des socialistes? C'est des solfériniens caractérisés. D'ailleurs, le président de la République lui-même, un coup il dit qu'il n'est pas socialiste, le coup d'après il l'est, il a l'air de ne pas savoir au juste qu'il est. Mais bon, c'est son affaire. Mais je viens sur le vote du Parti socialiste. Il y a eu des amendements présentés par la gauche du parti qui sont exactement, des fois au mot près, ce que nous-mêmes nous disons. Bien, on soumet ça au vote des socialistes. Une majorité leur donne raison. Dans toutes les démocraties du monde, un amendement vote pour ou contre. S'il y a plus de pour que de contre, c'est pour qu'a gagné. C'est pour qu'a gagné. La direction du parti dit « Ah non, 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 pas question de ça ». Et ils font une opération assez étrange, je ne veux pas vous ennuyer avec, où on rapporte le nombre de votes à l'amendement. Bon, et ils expliquent « Non, non, vous n'êtes pas majoritaire ». Bon.
Les autres se fâchent et disent « Ah ben si c'est comme ça, on ne viendra même pas à la Convention ». Ah très bien, donc il y a une discussion qui a lieu la nuit. Je ne sais pas quels sont les éléments qui ont été mis sur la table. Je repère les avancées. En effet, ils sont contre le dogme des 3%. Je n'ai qu'une chose à dire, il n'y a plus qu'à. Est-ce que vous êtes... Attendez, mais c'est très important. S'ils sont contre le dogme des 3%, il faut qu'ils nous expliquent pourquoi ils votent des budgets qui vont tous dans le sens des 3%. Donc, ils vont sans doute, vous allez avoir une conséquence immédiate de ce vote du parti, c'est des votes des députés socialistes qui vont respecter la décision du parti. Vous savez bien que non. Donc, tout ça, par certains aspects, ressemble à une comédie. Qui plus est, tout ce qui concerne la Banque Centrale Européenne, dont la question est clé, dont le rôle est clé dans toutes ces politiques, hop, ça a disparu du texte. Mais moi, je suis optimiste. Je me dis, si les socialistes votent des textes entre eux à gauche, eh ben c'est qu'ils vont le faire. Alors, pour y arriver, il y a quand même un certain nombre de difficultés à surmonter, dont celle qui a été exprimée tout à l'heure par Marie-Noëlle Lienemann, qui est une sénatrice socialiste et qui était à vos côtés aux Assises citoyennes. On l'écoute tout de suite. Il y aurait d'un côté la gauche qui gère, de l'autre la vraie gauche qui proteste. Si nous entretenons cette division, c'est la droite et l'extrême droite qui en tireront les bénéfices. Alors, Marie-Noëlle Lienemann a tout à fait raison. Et je suis d'accord pour que le gouvernement de M. Ayrault arrête de diviser la gauche, parce qu'il a divisé le mouvement syndical, il a divisé la gauche en essayant de nous marginaliser, il en est pour ses frais, et puis maintenant, il est en train de diviser son propre parti, parce que vous venez de me mentionner les votes qui viennent d'avoir lieu dans le PS, mais à peine était-il terminé, à peine l'encre était-elle sèche, que Harlem Désir est apparu en disant « Eh bien, ce vote confirme tout à fait la ligne du président de la République », sauf que c'est exactement l'inverse. Et une réponse donc Lienemann a raison, Hollande doit cesser de nous diviser. Est-ce que vous voulez toujours être le Premier ministre de François Hollande ? Moi ou un autre, du Front de gauche. Ce que j'ai voulu dire en m'exprimant de cette manière, c'est qu'il y avait une majorité sur les bancs de l'Assemblée qui pouvait désigner, avoir un autre centre de gravité. Attendez, c'est pas tout. Et deuxièmement, que ça doit quand même être moins dur pour François Hollande de faire une cohabitation avec, sur sa gauche, que ça a été pour Chirac de faire une cohabitation avec Lionel Jospin. Donc on arrête de me dire, ça paraît incroyable. Non, ce n'est pas incroyable. C'est le résultat du vote qui pourrait mettre le centre de gravité plus à gauche. Merci. Mais si ça ne se fait pas comme ça sera par la force des urnes. Merci beaucoup Charlotte. Merci. Tout de suite, c'est l'After RMC. Éric Brunet qui n'a rien laissé passer de cette émission depuis le début et qui va vous proposer de revenir sur les moments qui lui ont semblé les plus importants. Bonjour. Bonjour Éric.